Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je suis Gaël Berthélémé, je suis le cofondateur de La Crèmerie, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé en investissement responsable. J'écris également une newsletter, comme l'a dit Thomas, qui s'appelle Épinard. Et ce soir, j'ai la chance d'animer cette deuxième table ronde sur un sujet qui me tient à cœur, allier performance financière et impact positif. Alors on a beaucoup parlé de l'ancien monde et du nouveau monde juste avant, et moi j'aimerais qu'on parle du coup ce soir du monde du futur. Alors, pour cette table ronde, nous avons du coup Marion Chup, directrice de fonds d'investissement chez Make Sense. Make Sense, un écosystème qui relie, on va dire, les citoyens, les entrepreneurs, les organisations pour créer un monde plus durable et plus inclusif. Pas mal. Pas mal, hein, c'est bon. Celui-là a été difficile. Mathieu Guerchou, cofondateur de Vasco, une foncière qui finance la rénovation énergétique des logements en France. On a du coup Thomas, directeur d'investissement chez Enki. Donc Enki, qui est, pour ceux qui ne connaisseraient pas encore, qui remplace la fast furniture par de la location de mobilier de qualité et dont une partie de mobilier est financée par des investisseurs particuliers. Tout au bout là-bas, vous avez Julien de l'ITA. L'ITA, plateforme historique de financement participatif de toutes les entreprises à impact et qui a également un fonds d'investissement. Et puis, pour terminer, Félix, directeur conseil chez Goodvest. Goodvest, qui est une plateforme qui propose des placements financiers, notamment assurance vie, PER, livret, pardon, c'est ça. Et tout ça aligné sur l'accord de Paris. C'est bon ? Ouais. Allez. Pour commencer, je vais m'adresser du coup à Thomas et Mathieu. La première question, vous financez tous les deux des actifs physiques. Donc le logement pour l'un, le mobilier pour l'autre. Moi, la question que j'avais pour vous, c'est aujourd'hui, est-ce que l'impact est un moteur de performance économique dans vos modèles ou est-ce que c'est encore un coût qu'il faut compenser ? Alors, c'est une très bonne question, merci. Donc, on va prendre un petit peu de recul et je vous expliquer un petit peu mieux ce qu'on fait en deux mots. Donc, nous, on finance des projets de rénovation énergétique de ménages plutôt modestes en France qui sont propriétaires de leur logement et qui n'arrivent pas à mettre à bout les fonds nécessaires à la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Donc, du coup, je vous parle de rénovation énergétique, ça vous parle peut-être peu ou pas. C'est quoi la rénovation énergétique ? C'est quelque chose d'assez simple au fond. Ça consiste à aller isoler ces murs, remplacer des murs pas isolés par du doublage par l'extérieur ou par l'intérieur. Et ça consiste généralement aussi à aller changer une vieille chaudière à fioul par une pompe à chaleur pour aller avoir un double impact, pour répondre à ta question. À la fois un impact environnemental qui peut être assez évident. C'est peut-être un chiffre que vous n'avez pas en tête, mais les logements en France, et c'est globalement la même chose ailleurs en Europe, réchauffent significativement la planète. 22% des émissions de CO2 à l'échelle individuelle proviennent de l'usage qu'on fait de nos logements. Et c'est loin d'être une fatalité, en fait, ce 22%, parce qu'en les rénovant énergétiquement, on arrive à diviser par 5 l'empreinte carbone de ces logements-là. Deuxième problème, un problème social qui est un peu moins connu, c'est que comme souvent dans les sujets de transition énergétique, ce sont les personnes les plus modestes qui ont les moins la capacité financière d'aller se payer cette transition énergétique. Et donc, en fait, sont au cœur d'un problème social où ils sont propriétaires de passoires thermiques qui leur coûte cher à se chauffer au quotidien sans avoir les moyens de la rénover. Donc du coup, on voit que derrière ce sujet, il y a un sujet d'impact qui est au cœur du problème. Et tu posais la question, est-ce que c'est pour autant quelque chose qui n'avance pas, parce que vous le savez peut-être qu'on ne rénove pas assez vite nos logements en France pour des raisons économiques ou pour des raisons de coûts, pour des raisons financières. Bien, la bonne nouvelle derrière ça, c'est que non, c'est pas la raison principale pour laquelle on n'avance pas, c'est parce que c'est très rentable pour un particulier aujourd'hui d'aller faire des travaux de rénovation énergétique. C'est généralement pas ce qui drive un ménage d'aller payer ses travaux parce qu'il va faire une plus-value immédiate. C'est plutôt des raisons de confort et des raisons d'économie d'énergie. Mais justement, il va y gagner sur deux fronts. Il va y gagner sur une facture énergétique qui est généralement divisée par deux quand on isole proprement son logement. Vous avez peut-être fait les frais ou plutôt le profit dans vos propres logements. Et deuxième point, et un point qui est un peu moins bien connu, c'est que rénover son logement, ça crée beaucoup de valeur. On peut le prendre dans l'autre sens plutôt. Vous le savez peut-être que les passoires thermiques donc les logements les plus énergivores se revendent à des prix qui sont très décotés aujourd'hui. Et donc, rénover énergétiquement son bien, ça crée de la valeur. Donc effectivement, aujourd'hui, pour répondre à ta question, le pain point dans la rénovation énergétique, c'est pas la valeur que ça crée. Au contraire, ça crée beaucoup de valeur à la fois pour le propriétaire et aussi pour celui qui investit et qui va financer ses travaux.
Mais le pain point, c'est plutôt l'accessibilité au financement. C'est quelque chose que Vasco permet de résoudre. On s'en parlera un petit peu après si vous le souhaitez. Mais donc, c'est une bonne nouvelle derrière cette transition énergétique, c'est que on peut la faire tout en gagnant de l'argent, à la fois en tant que propriétaire et en tant qu'investisseur. Et tant mieux. Thomas, de ton côté. Ouais. Donc, je vais faire un peu la même réponse que Mathieu, parce que de notre côté, Enki, je vais vous l'expliquer. C'est pas le moteur, la réduction de l'impact carbone, mais pour autant, la solution qu'on propose est la plus économique, la plus flexible pour les entreprises et est aussi la plus écologique. Donc ça sert son point, de la même manière que chez Vasco. Donc, en fait, chez Enki, ce qu'on fait, on transforme la façon dont les entreprises consomment le mobilier de bureau. Aujourd'hui, l'entreprise, si elle n'a pas trop de budget, elle va acheter du bas de gamme pour son mobilier. Le mobilier, c'est quoi? C'est les chaises, les tables qu'elle met dans ses bureaux. Au mieux, ça va durer 4-5 ans. Ensuite, elle va tout mettre à la poubelle et elle va recommencer. Si l'entreprise a un peu plus de budget, elle va prendre du plus haut de gamme. Mais ce qu'on observe, c'est qu'au bout de 5 ans en moyenne, les entreprises, parce qu'il y a un cycle de croissance ou de décroissance, un pivot ou que sais-je, il y a besoin de changer de bureau. Elle se retrouve avec du mobilier dont elle est propriétaire, qui vaut plus rien dans ses comptes parce que ça a été amorti. Elle ne sait pas quoi en faire, elle ne sait pas les revendre, elle a du mal à les transporter. Donc, voilà. Donc elle a immobilisé son cash dans du mobilier, énormément de cash. En plus de ça, elle n'a pas de flexibilité. Et le mobilier part à la poubelle. Il y a moins de 10% de recyclage du mobilier en France. Donc c'est colossal. L'impact de l'industrie immobilière du mobilier dans le monde entier, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est quasiment autant que l'aviation. Et ce que fait Enki, c'est on leur propose de louer ce mobilier plutôt que de l'acheter. Nous, ce qu'on fait chez Enki, c'est qu'on achète du mobilier qui est haut de gamme, dont on va exploiter pendant de longues années, pendant peut-être 20-25 ans. Donc on va le relouer sur des cycles longs à des entreprises, d'en moyenne 5 ans. On va le récupérer à la fin d'un cycle, le reconditionner, puis le relouer. Et on va faire en moyenne 5 cycles avec ce mobilier-là. Donc si l'entreprise, plutôt qu'elle achetait son mobilier, elle le jette au bout de 5 ans, on va le refaire 5 fois le cycle. En gros, ça a un impact de 80%, on réduit de 80% l'impact carbone de ce mobilier-là. Donc c'est colossal. Mais, comme je l'ai expliqué, la raison pour laquelle elles le font, c'est pas pour ça. C'est parce qu'elles vont payer moins cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles payent uniquement l'usage qu'elles en ont. Nous, si ce mobilier, on l'exploite 25 ans, que l'entreprise, elle le loue 5 ans, ben, je fais raccourci, mais grosso modo, elle va payer un 1/5 du prix du meuble. Ça, c'est la réalité. Ça leur revient vraiment moins cher de passer à la location. Le deuxième avantage, c'est que tout le cash qui était auparavant immobilisé, donc inutile dans du mobilier qui en plus se déprécie, du coup, il est disponible et il va pouvoir être investi dans la croissance. Et bien sûr, il y a cet impact environnemental colossal dont j'ai parlé. Donc effectivement, ce n'est pas ce qui drive la demande aujourd'hui, l'impact, mais vu que la solution qu'on propose est à la fois la plus écologique, la plus flexible, et il se trouve que c'est la plus écologique, voilà, ça sert son propos de cette manière. C'est bien. Vous démontrez tous les deux qu'on arrive à avoir de l'impact et du rendement du coup financier. Je vais me tourner, parce que je vois que l'heure avance vite. Je vais me tourner du coup vers Marion et Julien. Alors vous avez tous les deux, via Make Sense et via Lita, du coup, financé énormément d'entreprises à impact. Ma question pour vous, c'est aujourd'hui, on dit souvent que les entreprises à impact, elles ont toujours eu du mal à se financer auprès d'acteurs traditionnels parce qu'elles mettent plus de temps à se développer et elles ont et les acteurs un peu traditionnels ont des exigences de rentabilité trop élevées par rapport à ce que peuvent produire ces entreprises-là. Est-ce que c'est un diagnostic que vous partagez aujourd'hui ou pas du tout? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. C'est vrai que le modèle VC, donc investissement de venture capital pour financer la croissance des entreprises, comme il a été créé il y a 15 ans en France, on va dire, quand ça s'est vraiment développé, il est peu adapté à des entreprises qui apportent des innovations sociales et ou environnementales, ou des innovations en tout cas pour transformer des chaînes de valeur vers des modèles plus vertueux pour environnementalement et socialement. Pourquoi? Parce que en fait, quand on déjà innover sur un marché, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc même dans la tech, en fait, ça peut prendre du temps. Mais alors innover pour transformer totalement une chaîne de valeur, ça prend beaucoup plus de temps. Donc le marché, il n'est pas vraiment adapté. Enfin, l'innovation sociale et environnementale n'est pas vraiment adaptée
au modèle VC classique. Donc c'est effectivement plus compliqué, je pense, pour des entreprises innovantes avec cette approche de lever de l'argent auprès d'acteurs traditionnels. Puis après, moi, je crois qu'il y a un problème avec le VC traditionnel et notamment les rendements demandés, espérés, rêvés peut-être. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des fonds qui vont rechercher des rendements de 15-20%. Bon, quand on regarde les chiffres, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Donc, je pense qu'il faut avoir aussi une approche assez réaliste et pragmatique, et plutôt de se demander, dans le monde très fluctuant dans lequel on vit, avec des aléas, des multiples crises, qu'il faut plutôt se demander quels modèles d'affaires vont encore créer de la valeur économique dans 10 ans. Et je pense qu'il faut avoir une vision plus long terme sur les rendements qu'on recherche que court terme, en cherchant des 15-20% qu'on voit demander sur le marché à très court terme. Voilà. Très bien. Que vous dire? Est-ce que l'ESS c'est difficile pour elle de lever des fonds? L'ESS, c'est 10% de l'économie, c'est une économie qui réenchante, c'est de l'économie sociale, c'est d'insérer des personnes éloignées de l'emploi, des personnes handicapées pour trouver un emploi, c'est la transition écologique, c'est la transition alimentaire, comment on mange chaque jour, est-ce que c'est bon pour la santé, bon pour nos sols? Et ça reste 10% de l'économie, donc elle se finance. Et je pense que les particuliers ont envie de financer cette économie. Quand on demande aux Français, ils ont envie à 2/3 de donner du sens à leur épargne. Après, concrètement, il n'y a même pas 1% de l'épargne qui est investie dans l'économie sociale et solidaire. Où est le problème? C'est que la finance, il y a peut-être 2 siècles, tu l'as cité Lucas, elle était un peu différente. C'était une finance plus directe, avec des grands capitaux qui détenaient et qui choisissaient où investir. Depuis les années 80, ça s'est financiarisé, ça s'est complexifié, on ne sait plus un peu... Je pense que là, dans la salle, il y a des alternatives qui vous montrent que c'est possible de choisir, on voit notre épargne. Mais globalement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait concrètement comment utiliser votre épargne. Dans quelle entreprise elle est investie, dans quel pays, qui la gère, c'est complexe. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les banquiers, les conseillers ne sont pas assez éduqués pour proposer aux particuliers d'investir avec du sens. Et pourtant, c'est un énorme levier qu'on a, nous épargnants, pour changer l'économie et pour qu'elle soit plus vertueuse, plus soutenable, qu'on ait envie que nos générations, nos enfants vivent dans des conditions plus agréables. Et si jamais on arrive à faire de l'éducation financière, qu'on arrive à montrer que l'ESS, en fait, c'est un modèle qui existe depuis peut-être 100 ans. Il y a plein de modèles qui ont très bien performé. Peut-être que c'est plus long, mais est-ce que l'épargnant est prêt à attendre plus longtemps? Peut-être que c'est un peu moins rentable. Mais est-ce que franchement, 1 ou 2%, c'est vraiment important quand on va se parler en 2050? Et donc c'est ça, il y a des efforts à faire, d'éducation financière, de transparence. L'État doit aussi mettre des obligations pour que l'épargne soit dirigée vers des acteurs de l'ESS. Mais je pense qu'on a plein de leviers. Il y a juste une question politique, de prise de conscience des épargnants pour que l'ESS soit suffisamment financé et devienne l'économie classique. Je ne réponds pas trop à ta question. Mais... J'ai le droit de rajouter. Vas-y. Et je pense aussi le marché de l'investissement à impact, notamment le marché du VC ou du PI à impact, il est très jeune finalement en France, puisque la première fois qu'on a employé le terme d'impact investing, c'était en 2009. Aux US, donc finalement c'est assez jeune. Donc on a aussi besoin d'un peu plus de temps pour montrer des belles histoires, exactement, avec de la création de valeur à long terme pour toutes les parties prenantes, y compris les actionnaires. Donc je pense que le temps aussi ira vers plus d'appétence pour le financement et l'investissement dans des entreprises à impact. On a pas mal parlé effectivement du temps qui était plus long avec les entreprises de l'école de l'ESS, donc économie sociale et solidaire. Mais est-ce qu'il y a également, ce que vous avez vu vous avec du coup Make Sense Elita, est-ce que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont plus risquées ou est-ce que finalement c'est différemment risqué?
Nous, on existe depuis 12 ans et on propose d'investir dans des startups, dans des PME, en dette privée, dans des foncières immobilières, un peu comme Vasco, sur aussi un angle social, et également dans des infrastructures d'énergie renouvelable. Ce qu'on voit, c'est que les entrepreneurs qui montent des entreprises, qui veulent combiner à la fois performance économique et impact, ils ont plus de niaque et d'énergie quand ça va mal, parce que leur seul objectif, c'est pas uniquement de d'avoir un gros chèque à la fin ou de rémunérer des actionnaires, c'est de manière un peu naïve et tête niaise, mais d'essayer de changer les choses et de changer le monde. Et donc quand ça va mal, je trouve qu'il y a une plus grande résilience des entrepreneurs, hommes ou femmes, et ça se voit dans les chiffres. Quand on regarde les entreprises sociales, donc il y a un agrément qui est sorti il y a 10 ans avec la loi Hamon qui s'appelle les entreprises solidaires d'utilité sociale. On voit qu'elles ont un taux de pérennité, donc c'est un taux d'existence après 5 ans, après 7 ans, et c'est des cohortes qu'on peut mesurer, qui est plus important que les entreprises classiques. Et ça, je pense que c'est lié au fait que, d'une part, les dirigeants sont plus impliqués et savent remonter les manches un peu plus fort. Je pense qu'il y a aussi un écosystème, les salariés qui sont plus peut-être plus fidèles. On attire aussi des nouveaux talents. Il y a une prise de conscience aussi dans les écoles, dans les salariés, de vouloir donner du sens. Et de plus en plus, ce secteur se structure avec des financeurs qui réussissent à capter des fonds et du financement de plus en plus important dans ce secteur-là. Donc, est-ce que c'est plus risqué ? Moi, j'ai envie de dire non, ça l'est moins. Après, par contre, il y a le vrai enjeu pour l'entrepreneuriat social, c'est l'entreprise à impact, c'est de changer d'échelle. On reste quand même dans des boîtes qui restent sur des boîtes qui vont faire du small cap, donc 20, 30 millions, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires max. On n'a pas encore la très belle histoire, sauf si jamais on dit que Blablacar c'est une entreprise à impact ou back market, mais on n'a pas encore la grande histoire d'une entreprise qui a essaimé au niveau international. Je suis bien évidemment d'accord avec Julien. Mais je rajouterai sur le premier point que je mentionnais. En fait, pour moi, les entreprises qui prennent en compte leur environnement, leur écosystème social, mais aussi en termes environnemental, à long terme, aujourd'hui, face aux multiples crises climatiques, politiques, géopolitiques auxquelles on fait face, en fait, pour moi, c'est la seule manière de continuer à créer de la valeur à moyen et long terme. Si les entreprises ne prennent pas en compte ces aléas, ces fluctuations dans leur modèle, en fait, le jeu va s'arrêter très vite. Donc, pour moi, c'est moins risqué à long terme de construire des entreprises qui prennent en compte ces paramètres environnementaux et sociaux. Merci, tu fais du coup une transition parfaite pour du coup échanger avec Félix. Donc Félix, chez Goodvest, vous proposez du coup différents contrats, différents placements, on en a parlé tout à l'heure. Il y a quelque chose qu'on entend souvent et qui fait écho un peu à ce que disait Marion, qui dit en fait finalement, alors on entend pas mal dans les forums, etc., de dire en fait si je fais de la finance à impact ou de la finance responsable, j'aurai une moindre performance que si je fais de la finance classique. Moi, ce qui m'intéresse du coup, Félix, c'est de savoir justement, est-ce que vous faites proposer de la gestion pilotée avec Goodvest ? Est-ce que du coup, quand vous comparez avec des acteurs classiques qui ne prennent pas en compte des critères de responsabilité, est-ce que vous êtes plus performant ou moins performant ou égal ? Vaste question, et je vais... donc merci Gaël. On a parlé beaucoup ce soir d'actifs privés, d'actifs réels. C'est une grosse partie évidemment de l'investissement financier possible, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on génère le plus d'impact par ailleurs, mais je vais trancher un petit peu et parler de marché public, de marché coté en réalité, parce que ça aussi c'est un pan de l'investissement qui est quand même essentiel dans une stratégie de diversification pour des investisseurs. C'est essentiel d'avoir un portefeuille diversifié, coté, ça permet d'avoir donc plus de diversification, plus de liquidité, moins de frais également, c'est des choses qui sont essentielles. Disons que effectivement, et je rebondis sur ce que disait Julien tout à l'heure, ça fait pas mal écho, il y a des enjeux importants, il y a des enjeux notamment qui concernent l'éducation financière, et donc l'idée c'est de casser un certain nombre de tabous déjà, ou d'idées reçues même, c'est pas forcément des tabous mais c'est surtout des idées reçues.
qui est que effectivement investir responsable, ce serait moins performant que investir de manière standard, disons, plus diversifiée, sans filtres environnementaux, sociaux ou de bonne gouvernance, peu importe. Ça, c'est une grosse idée reçue, parce que, alors après je rentrerai dans la comparaison avec des acteurs plus traditionnels, mais déjà, quand on compare effectivement, disons, des indices sur des marchés financiers, on peut prendre n'importe quel indice, peut-être certains d'entre vous connaissent les grands indices mondiaux, MSCI World, hein, l'équivalent du CAC 40 au niveau mondial. On peut prendre aussi des équivalents en Europe, le MSCI Europe, etc. Quand on compare des indices standards, non ESG, non filtrés, entre guillemets, sur les sujets environnementaux, sociaux, gouvernance, et qu'on les compare à des indices équivalents, mais avec des filtres plus importants, PAB, donc ça c'est méthodologie Paris Align Benchmark, ou avec des indices filtrés sustainable. La réalité, c'est que quand on regarde à long terme, l'investissement responsable est légèrement, surperforme légèrement les indices standards et globaux. Hein, alors effectivement, quand on regarde sur ces 2-3 dernières années, l'enjeu n'est pas le même et la différence est moins flagrante, voire même défavorable à un investissement dit responsable de ce point de vue. Pour tout un tas de raisons, il y a eu effectivement depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine une crise inflationniste. Les entreprises, effectivement, en lien avec la transition écologique, de manière générale, sont souvent des entreprises de croissance qui se financent beaucoup avec de la dette. Ce choc obligataire a pas mal pénalisé ça. Il y a eu un backlash écologique également aux États-Unis. Évidemment, je pense que tout le monde est au courant de ces sujets-là. Mais quand on regarde à long terme, et quand on investit, de toute façon, on n'investit pas pour 1 an, 2 ans, 3 ans, ça n'existe pas. On ne peut pas espérer investir correctement si on investit à court terme. Et bien, sur 10 ans, 15 ans, ces indices filtrés ESG surperforment les indices standards. Donc, déjà, grosse idée reçue qu'il faut faire tomber de ce point de vue. Et nous, évidemment, et comme tout le monde ici autour de cette table ronde, on pense que être les plus extrémistes, j'allais dire, sur ces sujets-là, c'est aussi un gage de résilience et de robustesse à long terme, parce qu'évidemment, les crises monétaires, financières, géopolitiques, tout ce que vous voulez, ça, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais en fait, la réalité, c'est que ces crises-là, elles seront de plus en plus générées par l'accélération du réchauffement climatique, une transition écologique qui ne se fait pas assez rapidement, et avoir des portefeuilles, même sur les marchés publics, donc sans impact à proprement parler, mais avec des méthodologies véritablement responsables, ça permettra de faire fructifier son épargne. Mais pareil, c'est pas un conseil en investissement, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Peut-être une dernière question pour toute la table ronde avant de prendre quelques questions du public. Si justement, tout à l'heure, Julien, tu donnais la statistique de les Français en fait aimeraient tous investir, enfin une majorité en tout cas aimerait prendre en compte des critères d'impact positif dans leur investissement. Selon vous, qu'est-ce qui fait que les Français encore ne passent pas le pas? Julien, Félix, peu importe qui, vas-y. Thomas, si tu as le micro, commence. Je pense qu'il y a l'héritage du passé qui fait que historiquement, on voyait les efforts politiques pour accélérer cette transition énergétique comme un peu un effort vain pour contrer une situation qui se dégrade. Et on voit aujourd'hui, dès qu'il y a un peu une crise géopolitique en Europe, les investissements sont tous reversés vers le militaire, vers d'autres sujets. Dès qu'il y a un peu des conflits avec les voisins russes, finalement on se remet à parler d'énergie nucléaire, d'énergie beaucoup plus carbonée comme le charbon, etc. Donc on comprend que ce n'est pas une priorité pour les politiques, et forcément je pense que les citoyens voient ça aussi de cet œil-là, et peut-être se disent que finalement il n'y a pas d'avenir là-dedans, alors qu'on l'a prouvé ce soir, on le prouve tous avec toutes nos plateformes d'investissement, et on l'a expliqué que c'est évident que l'avenir il est dans ces solutions-là, dans ces propositions. Pour parler de ce qui me concerne, on prouve qu'en fait on peut, le modèle de l'achat qui est aujourd'hui le principal modèle dans l'acte de consommation, il n'est pas viable. Les entreprises font de l'obsolescence programmée, donc on achète des choses qui vont devoir être changées, on réachète, et on reproduit, etc. Alors qu'en fait, en passant à l'économie d'usage,
en ne payant que ce qu'on consomme. C'est ce qu'on propose à nos entreprises qui ne payent ce qu'elles consomment du mobilier. Tout d'un coup, on change de paradigme et les fabricants, donc tous les gens qui produisent tous les biens de consommation aujourd'hui, se disent finalement mon mobilier, il faut qu'il dure de plus en plus longtemps, sinon si je continue de faire de la fast furniture, donc la fast fashion dans le mobilier, je vais perdre des clients qui vont tous aller vers la location parce que c'est moins cher pour eux. Donc le passage de l'économie d'usage prouve qu'on peut trouver du rendement trouver du rendement et de l'impact environnemental important. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est pas encore assez sexy. Donc, il faut mettre en avant plus de belles histoires. Faut qu'on en ait. Il faut les mettre en avant. C'est démontré. On le sait que c'est pas plus risqué. C'est créateur de valeur. Mais par contre, c'est pas encore assez connu, je pense. Et quand je dis pas assez sexy, c'est qu'il faut que ça shine pour attirer. Donc et je pense que des marques comme Lita, qui existent depuis longtemps maintenant sur le marché et qui sont sexy, aident aussi. Il y en a plein d'autres. Et l'autre chose, c'est que en fait, la réglementation, le cadre réglementaire, de manière générale, pour l'investissement à impact, mais de manière générale pour le développement de chaînes de valeur respectueuses de l'environnement et des humains, on va dire, n'est pas fait est fait pour une économie qui met au second plan ces enjeux socio-environnementaux. Donc ça aussi, c'est un des bloqueurs encore du passage à l'échelle, je pense, des sujets d'investissement à impact. Moi, une raison que je voudrais mettre en avant, c'est une raison sociologique dans l'industrie financière, où malheureusement, je ne sais pas, il y a peut-être dû me faire des ennemis dans la salle, je regarde un peu, mais l'industrie financière est majoritairement dirigée par des hommes plutôt blancs, plutôt âgés, où le dogme c'était de la finance très rentable et court terme. Je schématise, mais c'est fait exprès. Et là, ce soir, les deux tables rondes, on a quand même un changement générationnel. Pas de parité, mais on va y arriver. Et je pense que ça va amener, parce que c'est des nouveaux récits et c'est une nouvelle éducation financière. Et je pense qu'aussi en France, on en a parlé un peu dans la presse, il y a un héritage qui va se faire, une transmission de patrimoine importante. Et la jeune génération, je pense qu'elle est plus consciente des enjeux écologiques, des enjeux sociaux. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir à ce qu'une plus grande partie de la richesse qu'on a en France, c'est l'épargne globale, 6 000 milliards, soit réorientée. Et donc je pense qu'il y a une transmission générationnelle et aussi une nécessité que les femmes, malheureusement, dans le monde de la finance, enfin dans l'acte d'épargner, c'est seulement dans les foyers, à peu près 15% des foyers où c'est la femme qui décide d'épargner. C'est trop peu. Nous, chez Lita, on est content parce que c'est quasiment moitié-moitié. Nos investisseurs et investisseuses, c'est moitié-moitié. Et on voit, du coup, on attire beaucoup plus de femmes qui prennent en compte dans leur décision d'investissement ces enjeux-là. Donc, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de sociologie du fait qu'on n'a pas encore assez d'épargne dans cette finance à impact, mais que je suis confiant que ça va changer. Effectivement, il y a pas mal de problèmes sur lesquels il faut travailler pour que les choses changent. Tu le disais très bien, Julien, le sujet des femmes et des hommes, le sujet du genrage des politiques d'investissement. Nous, on voit trois raisons là qui viennent en tête qui font que certaines personnes décident de ne pas passer à l'action. On a vu quand même pas mal de climato-négationnisme ces derniers mois, notamment avec l'arrivée de Trump au pouvoir, des personnes qui se reposent cette question et se disent est-ce que c'est vraiment important de faire des choix d'investissement pour l'avenir, des choix verts, des choix qui ne soient pas uniquement financiers. On a vu, pas tellement ces derniers mois, mais surtout ces dernières années, pas mal en ligne de fond aussi un manque de lisibilité des offres avec pas mal de greenwashing. J'ai vu par exemple la semaine dernière un investisseur qui est venu me voir et qui m'a dit bah non, moi je vais investir dans 7 SCPI, donc un produit de placement immobilier que vous connaissez peut-être, parce qu'ils font du social. Et en creusant avec elle, en regardant sur le moment même, on s'est rendu compte que 3% des actifs étaient alloués à du social, mais 97% de la com était fondée là-dessus. Donc forcément, il y a souvent une difficulté de perception et je pense qu'on a peut-être tous l'écosystème à impact à gagner à créer plus de lisibilité qu'est-ce qui est du bullshit et qu'est-ce qui est quelque chose qui a du sens. Et donc du coup, forcément tout ça, ça crée pas un climat qui est toujours facile de confiance. On a beaucoup de personnes qui trouvent ça compliqué, qui trouvent ça difficile.
C'est sûrement une des raisons de plus de se faire accompagner par des personnes qui savent démêler le vrai du faux, par exemple comme Gaël, qui sait accompagner et trier les placements vers des autres. Et enfin, par contre, il y a aussi des signaux positifs dans tout ça, hein, on n'en a pas parlé, mais l'État reste subventionneur, je ne sais pas si ce mot existe, de placements à impact. Il y a encore des réductions fiscales qui sont octroyées pour les investissements dans les sociétés à impact, dans les PME, notamment celles qui ont un agrément ESUS, des entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc ça reste un bon signal que l'État continue à faire uniquement jusqu'au 31 décembre pour l'instant, pour investir dans des sociétés comme ça. Donc tout n'est pas perdu, il faut saisir ces opportunités-là, et ça permet aussi à certaines personnes qui ne sont pas encore convaincues par le modèle de passer à l'action et de ne pas s'arrêter à tous les points négatifs que j'ai cités avant. Et moi, pour rester sur ma thématique marché public, parce que comme ça complète bien le propos de tout le monde, mais je suis évidemment totalement d'accord avec tout ce qui vient de dit. Mais le gros point de freinage que nous on constate, enfin il y en a plusieurs, hein, je parlais tout à l'heure d'éducation financière, mais il y a aussi un point un peu presque réglementaire, c'est-à-dire que franchement c'est vraiment un bourbier de comprendre quand on investit sur des marchés cotés, qu'est-ce qui est responsable et qu'est-ce qui l'est pas. Il y a des labels, ISR, Greenfin, Finansol, Towards Sustainability, France Relance, il y en a plein. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est quoi les méthodologies? Franchement, il faut passer du temps pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a un cadre européen, hein, réglementation SFDR, donc avec des articles. Là, on parle article 6, 8, 9. Ça veut dire quoi? Lequel est durable, pas durable? Comment ça fonctionne? C'est hyper complexe. Et ça, cette complexité, bien sûr, elle freine. Bien sûr, elle freine. Donc, comment dire, il faut presque, je pense, un choc de simplification. J'ai presque l'impression d'être un représentant d'un syndicat patronal en disant ça, mais c'est vrai, un choc de simplification, de transparence sur ces sujets-là, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire chez Goodvest, modestement, à notre échelle, en décryptant justement, en décortiquant tout ce qui peut se cacher derrière les fonds, comment les investissements sont fléchés, comment on considère que c'est responsable ou pas, comment on intègre des critères scientifiques également, parce que en réalité, on a parlé beaucoup de finances, et c'est le thème de la soirée, donc c'est chouette, mais nous, notre table ronde, c'est quand même le lien est fait avec l'environnement, la transition écologique, et tout ça, c'est d'abord et avant tout une histoire de science, quoi, et pas de finance. Donc comment on intègre des critères scientifiques qui sont intelligents dans des méthodologies d'investissement, voilà, intensité carbone, trajectoire de réchauffement, impact biodiversité, tout ça, c'est des éléments qu'on sait faire aujourd'hui. En tout cas, il y a certains fournisseurs de données extra-financières qui permettent d'accéder à beaucoup de données de ce type. Et c'est ce qu'on essaye effectivement de faire chez Goodvest pour transpariser au maximum les investissements de nos clients épargnants, de tous les épargnants qui le souhaitent. Et donc voilà, faut vraiment pas avoir peur de tout ça, parce qu'on peut aujourd'hui trouver des acteurs, je sais que Gaël le fait très bien par ailleurs, et qui sont capables de décrypter, et pour revenir effectivement aussi à cette histoire de disons, démocratiser au maximum cet investissement responsable. Évidemment, si on démocratise uniquement auprès des investisseurs les plus traditionnels, donc c'est effectivement plutôt des hommes, on le sait, etc. Mais c'est que 50% de la population. On n'adresse pas suffisamment de personnes. Donc effectivement, l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre beaucoup d'inclusion en fait dans tout ça. Et pouvoir parler effectivement au maximum aussi à des investisseuses et pas uniquement à des investisseurs, parce que c'est comme ça qu'on maximise après l'impact qu'on a collectivement avec notre épargne. Et par ailleurs, effectivement, très fier chez Goodvest, on a plus, depuis cette semaine, on a plus que 50% de nos clients qui sont des clientes. Et ça, c'est une véritable réussite pour nous, et voilà. Félicitations. On a beaucoup parlé du coup d'impact, de rendement. Est-ce que vous avez sûrement plein de questions? C'est le moment. Dites-nous, lancez-vous. Avant qu'on passe à la partie apéritive. Qui se lance, ouais. J'ai une question assez vague pour vous tous. Ces derniers mois, années, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de capitaux qui sont dirigés
soit sur les marchés cotés, soit en private equity vers l'IA. Ce qui me semble du coup être un peu une fuite de capitaux vers de l'impact, enfin des entreprises à impact, on va dire globalement. Et votre avis global sur ce phénomène et la performance, on va dire, de vos différents actifs là-dessus. Bon. Pas simple. J'ai le micro, je le garde. Non, mais effectivement, il y a mais comme dans tous les phénomènes d'investissement, il y a quand même souvent des trends qui existent, des tendances. Donc effectivement, il y a ces dernières années une grosse trend autour de thématiques hyper porteuses et en croissance assez monstrueuse. Effectivement, cette thématique IA, elle est incontournable. Enfin, nous on la contourne beaucoup, mais en tout cas, d'un point de vue général, elle est incontournable. En revanche, effectivement, comment dire, c'est là où c'est important de se reprojeter dans le temps parce qu'on ne peut pas juste investir en fonction des trends. C'est pas possible parce que quand on investit, je le disais tout à l'heure et on le disait tous, on investit dans le temps long. La transition écologique, c'est un sujet de temps long. Les modèles de société ne se transforment pas en 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et donc, il est hyper important de se projeter dans le temps et de se rappeler que structurellement, c'est déjà vrai dans le passé, sur ces 10 ou 15 dernières années, les indices avec des filtres ESG, environnementaux, etc., surperforment ceux qui ne sont pas filtrés. Et donc voilà, sur les marchés publics, n'ayons pas peur d'investir notre argent ailleurs que dans l'IA, ailleurs que dans ces grandes thématiques actuelles, parce qu'à long terme, de toute façon, elles seront porteuses. C'est vraiment essentiel. Question. Oui, j'avais une question. Oui. Oui, bonsoir. Une question pour Enki. Est-ce que vous envisagez de s'adresser au marché des particuliers ou vous focalisez uniquement sur les pros? Et deuxième question, vous avez mentionné que dans votre plan idéal, la même pièce de mobilier allait tourner 5 fois minimum. Quitte des tendances justement qui évoluent même dans le mobilier, même si c'est peut-être pas tous les ans ou tous les 2 ans. Il y a quand même des choses qui bougent. Comment vous comptez adresser tout ça? Merci pour la question. Alors, pour l'instant, on se focus sur les entreprises parce que sur les particuliers, c'est des paniers beaucoup plus petits, donc il y a beaucoup de logistique pour des paniers petits et des gens qui bougent beaucoup. Donc, on ne peut pas louer un meuble à Paris et sans le savoir, il va se retrouver ensuite à Bordeaux, puis à Nantes et c'est impossible à tracer. Donc, pour l'instant, on se focus sur les entreprises. C'est une question de rentabilité et de praticité. Peut-être qu'un jour on le fera une fois qu'on sera une grosse entreprise bien structurée et que la logistique sera facile, on le fera pour les particuliers, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ta deuxième question... 5 ans. Ouais, effectivement. Tu as totalement raison. Il y a de la mode aussi dans le mobilier. Donc c'est toute l'expertise d'Enki de choisir des pièces qui, selon nous, vont durer suffisamment longtemps et de se reposer la question à chaque fin de cycle. Est-ce que cette pièce... elle est encore dans une tendance, on pense qu'on va encore pouvoir la louer, 1 cycle, 2 cycles, ou on sent que c'est la fin de la tendance, et à ce moment-là, vaut mieux la vendre, en fait, tout simplement. Et donc on va faire cet arbitrage à chaque fin de cycle pour tirer le plus de valeur du mobilier qu'on a chez nous en stock. Et ça, c'est aussi un élément qui rassure nos investisseurs, puisque on sait qu'on leur rassure que l'investissement qu'ils font, qui est basé sur ce mobilier-là, va pas se dévaloriser trop, parce qu'on s'assure, en le reconditionnant et en le revendant, si on sent que la mode passe, d'en tirer le maximum. Donc on analyse les modes depuis les 10 dernières années, et aujourd'hui on est capable on n'anticipe pas l'avenir, mais on est capable de reconnaître des patterns et de identifier les pièces qui vont le durer le plus longtemps. Bonsoir, merci déjà pour vos interventions, c'est très très encourageant. Moi j'avais une question toute simple, est-ce que vous pourriez redéfinir précisément ce que c'est quand on met un filtre avec effectivement des critères E, S et G et la différence avec l'impact? Et puis mon autre remarque c'était peut-être par rapport aux indices, donc effectivement et au filtrage E et G. Moi, ma compréhension du sujet, c'est qu'effectivement, quand on met un filtrage ESG, quelque part, on rajoute une
une analyse extra-financière, analyse financière qui a déjà été faite. Mais par contre, on n'a pas forcément d'exclusion, c'est-à-dire pas forcément de secteurs d'activité qui sont exclus. Et donc j'aurais bien aimé avoir votre point de vue sur le sujet et savoir de la façon, alors peut-être plutôt Goodvest ou effectivement peut-être vous Gaël, sur la façon dont vous procédez par rapport à ces thématiques-là. Merci. Merci pour la question. D'abord, entre impact et notion d'investissement responsable, c'est quand même essentiel de faire la différence parce qu'effectivement, on parle largement d'impact quand on investit dans le non-coté, dans le sens, et c'est pas vrai sur les marchés publics ou cotés, dans le sens où quand on investit dans une action d'entreprise cotée, en fait, on ne va pas injecter directement de l'argent dans les caisses de l'entreprise, si vous voulez. Alors que quand on investit dans un projet non coté, dans du private equity, par exemple, quand c'est des entreprises, des actions non cotées, là, on va directement injecter de l'argent dans l'entreprise, effectivement, ou c'est même le cas sur l'obligataire non coté, quand on fait de la dette privée ou de l'infrastructure, on finance directement des projets concrets, spécifiques, ciblés, n'importe quoi, d'infrastructures en énergie renouvelable, en mobilité bas carbone, peu importe. Donc ça, c'est important de distinguer investissement, disons, responsable et à impact. Et sur l'investissement responsable, effectivement, c'est là où les filtres ESG suffisent pas nécessairement. Et l'idée, c'est d'aller plus loin que ça. Parce qu'effectivement, d'ailleurs, il y a une réforme il y a quelque temps déjà du label principal de l'investissement responsable en France qui s'appelle l'ISR, l'investissement socialement responsable. Mais avant sa réforme, c'était absolument catastrophique. On avait un fonds labellisé ISR sur 2, dont les 3 premières positions du fonds, c'était des entreprises majeures pétrolières ou gazières, etc. Donc les gens avaient l'impression d'investir dans quelque chose de responsable et puis, in fine, se retrouver avec un truc où on a en première ligne du fonds Total Energy ou BP ou Eni ou qui vous voulez. Et donc, c'est effectivement important d'aller au-delà des méthodologies qui sont utilisées par les labels et c'est ce qu'on fait chez Goodvest, c'est ce qu'on essaye modestement de faire, mais effectivement d'inclure un certain nombre de filtres. Le premier d'entre eux, c'est un filtre d'exclusion. Voilà, ça paraît un peu simpliste comme idée, mais exclure tout ce qui concerne la production et l'extraction d'énergie fossile, tabac, l'armement, etc. Tous ces secteurs qui ne vont pas être compatibles en fait, avec un monde qu'on souhaiterait à 2 degrés dans quelques temps, c'est les exclure totalement. Et juste ça, ça n'a rien de scientifique, hein, exclure des secteurs comme ça, c'est déjà se passer de 80% quasiment des fonds d'investissement cotés avec des labels dits responsables. Donc effectivement, c'est là l'intérêt d'aller encore plus loin dans une méthodologie responsable, de filtrer avec des exclusions et ensuite de filtrer avec des critères vraiment scientifiques, de se dire, ben voilà, aujourd'hui les entreprises, elles doivent publier un certain nombre de données carbone, donc on sait combien elles émettent, hein, c'est quoi leurs émissions carbone, directes, indirectes, hein, sur ces fameux scopes d'émissions 1, 2, 3, etc. Enfin, c'est 3 en l'occurrence. Et du coup, d'agréger toutes ces données supplémentaires pour se dire, OK, donc maintenant que je sais que j'ai exclu les entreprises que je ne veux pas avoir en portefeuille, comment j'arrive à construire un portefeuille qui va être compatible à l'accord de Paris sur le climat et donc de se dire, il faut qu'il fasse moins de 2 degrés. Pour ça, il me faut les données climatiques qui vont bien. Donc, effectivement, ça existe. Donc, ça, on utilise. 2e filtre. 3e filtre, c'est à quel point, effectivement, tel ou tel secteur d'activité va venir en altération, si vous voulez, de la biodiversité, hein, d'espaces naturels de biodiversité. Ça, c'est des données scientifiques qui existent aussi. Il y a des équipes de scientifiques, hein, notamment à la CDC Biodiversité, la Caisse des dépôts et des consignations, qui est un acteur public. Ils savent construire des modèles qui nous donnent accès à ces données-là. Et donc voilà, petit à petit, on commence par les labels, ensuite on exclut les secteurs qu'on ne veut pas, ensuite on intègre des critères scientifiques, on regarde l'engagement social et environnemental également des sociétés de gestion de portefeuille avec lesquelles on travaille, c'est quoi leur politique de vote en assemblée générale des entreprises, notamment en ce qui concerne les résolutions qui concernent des critères RSE, comment elles votent, comment elles se positionnent. Est-ce qu'on va travailler avec toutes les sociétés de gestion de portefeuille du monde? On parlait tout à l'heure de BlackRock
formidable BlackRock, mais nous on travaillera jamais avec eux. C'est impossible. Ils quittent massivement des initiatives importantes, quoi, la Net Zero Banking Initiative, ou ce genre de choses qui ont été décidées après l'accord de Paris sur le climat. Et donc, effectivement, il faut en ajouter pour être certain, effectivement, de ne pas avoir, disons, de support ou d'investissement qu'on ne veut pas avoir dans son portefeuille. Pardon, je ne sais pas si ça répond. Mais... Et je voulais ajouter, compléter la définition de l'investissement à impact. Il y a 3 grands piliers pour définir l'investissement à impact. Le premier, c'est l'intentionnalité. Il faut avoir l'intention d'investir proactivement. Enfin, il faut que la stratégie d'investissement vise des assets, en l'occurrence, quand on parle de private equity, des entreprises qui ont pour mission de répondre à des enjeux sociaux et environnementaux, et qui peuvent qui le démontrent et qui ont eux-mêmes au cœur de leur mission cette intention-là. Donc c'est l'additionnalité aussi de l'entreprise pour répondre à un enjeu social et environnemental. Et le dernier pilier, c'est la mesurabilité. Il faut être capable de mesurer l'impact positif social et ou environnemental. Donc c'est ça les 3 grands piliers qui définissent une stratégie d'investissement à impact. C'est exactement ce que j'allais dire. Thomas, est-ce que tu veux le mot de la fin? Vas-y, je t'en prie. Et en tout cas, merci à toutes et à tous d'être toujours présents, toujours attentifs. Merci à tous les participants de cette table ronde. Et puis, je pense que Thomas, tu vas pouvoir lancer les hostilités. Merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. On reste tous disponibles pour répondre à vos questions et vous pouvez en profiter du buffet. En tout cas, merci à tous encore et bonne soirée.